Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Plus question de mettre la poussière sous le tapis chinois. Depuis quelques mois, Pékin refuse l'entrée sur son territoire de certains déchets papier, plastique et textiles. Résultat, les Européens, les Japonais et les Américains sont priés de s'en occuper eux-mêmes. Pour parler de cette nouvelle géoéconomie des déchets, j'ai invité Laura Châtel de l'ONG Zero Waste. Bonjour Laura Châtel. Bonjour. Quelques mots sur votre ONG. Alors l'ONG Zero Waste France, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui est spécialisée sur la question de la gestion des déchets et plus globalement de la consommation des ressources. Voilà. Alors, donc vous avez vu, ces derniers mois, la Chine a fermé ses portes aux déchets. On va voir quelques chiffres. C'était quand même assez important puisque les importations chinoises de déchets en 2016, c'est plus de 7 millions de tonnes de plastique, plus de 27 millions de tonnes de papier carton et les principaux exportateurs sont l'Europe, le Japon et les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à Pékin pour avoir fermé les portes comme ça ? Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, la Chine veut un peu mettre de l'ordre dans tout ça. La plupart des déchets qui étaient importés en Chine, et notamment pour ce qui est des déchets plastiques, la Chine importe plus de 50% des déchets plastiques produits dans le monde. C'est surtout des déchets de faible qualité, donc qui étaient recyclés dans de très mauvaises conditions, plutôt sur des petites installations familiales, sans contrôle aucun. La Chine ne contrôlait pas vraiment ce qui arrivait sur ces terres. Et donc aujourd'hui, c'est une volonté de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, de développer une vraie industrie de recyclage sur la base des déchets produits en Chine pour commencer, et de réduire un petit peu l'impact environnemental de ce recyclage un petit peu incontrôlé. Vous voulez dire que c'était totalement anarchique, les entrées en Chine de déchets ? C'était assez anarchique, c'était assez peu contrôlé et surtout, ce que la Chine a interdit aujourd'hui, c'est en fait les types de déchets qui ont le moins de valeur, typiquement des déchets plastiques qui vont être mélangés, donc qui vont arriver dans des balles de plastique avec différentes résines, différents colorants. Donc c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à recycler, c'est bien pour ça qu'on les exporte, nous, en Europe. Et ils en faisaient quoi, les Chinois ? Alors c'était réparti, c'était envoyé souvent dans la campagne sur des petites installations plutôt familiales où c'était ensuite trié à la main par des employés dans des conditions parfois sanitaires vraiment très, très compliquées pour les personnes là-bas, avec un impact environnemental, des pollutions environnementales autour, parce qu'il faut parfois des produits chimiques pour recycler du plastique, il faut de l'eau qui doit derrière être retraitée. Donc tout ça a été fait pour l'instant dans des conditions très peu transparentes. Alors la Chine ferme ses portes. On envoie nos déchets ailleurs, nous, ou pas ? Enfin, européens, japonais, américains. Alors, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets ? Alors, il y a une partie qui va sans doute être envoyée dans les pays voisins de la Chine, notamment l'Indonésie et la Malaisie, qui ont souvent des conditions de recyclage encore bien pires qu'en Chine, donc c'est pas vraiment une solution. Mais on a vu depuis ces dernières années déjà une augmentation de l'importation des déchets plastiques vers ces pays-là, ce qui prouve bien que ces pays-là risquent de récupérer une partie des déchets. La solution, évidemment, c'est plutôt d'essayer de développer le recyclage chez nous, en Europe, ou enfin, dans les pays producteurs, et puis aussi de diminuer le plastique en amont. Parce que... Alors, l'Afrique, elle reçoit nos déchets ? Alors l'Afrique, elle reçoit aussi nos déchets. C'est pas les mêmes types que ceux qui sont envoyés en Asie. L'Afrique reçoit peu de déchets plastiques, par exemple, mais elle va recevoir, par exemple, des déchets de pneus. Le Maroc reçoit beaucoup de pneus en provenance de la France. Elle va recevoir ce qu'on appelle techniquement des combustibles solides de récupération, qui sont en fait des mélanges de déchets qui vont être destinés à être brûlés dans des cimenteries ou dans des chaudières. Donc voilà, l'Afrique reçoit d'autres types de déchets, mais elle en reçoit aussi en provenance de l'Europe. Amérique latine reçoit aussi nos déchets ou pas ? Amérique latine ne peut... Non, d'accord. Alors, on a été surpris en Europe, en France, par cette décision des Chinois ? Alors oui et non, dans le sens où ça fait déjà quelques années que la Chine commence à mettre le nez dans les déchets qui arrivent sur son territoire. Depuis 2013, elle avait déjà fait en 2013 un gros coup de filet sur les navires qui étaient arrivés. Elle avait supprimé quelques licences de certains importateurs. Donc c'est pas complètement une surprise. Mais en même temps, là, on est face au mur, si je puis dire, et donc c'est maintenant qu'il va falloir prendre des décisions. Alors, 2013, vous dites, on s'y est préparé ou pas ? On s'y est pas complètement préparé, dans le sens où le transport des déchets obéit aussi aux lois économiques mondiales, et que donc tant que c'était
pas cher d'exporter ces déchets plastiques pour les recycler dans des conditions mauvaises en Asie, c'était le plus simple à faire. Aujourd'hui, puisque l'interdiction est en place, peut-être que ça va libérer des capacités d'investissement pour développer des usines de recyclage chez nous. Alors peut-être, ça fait quelques mois que la Chine a fermé ses portes. Qu'est-ce que vous voyez concrètement là ? Concrètement, pour l'instant, on voit une augmentation des importations vers les pays voisins de la Chine, comme je le disais. Clairement, il va y avoir développement d'usines de recyclage en Europe, mais pour les plastiques les plus recyclables. Par exemple, les bouteilles en plastique transparente, ça c'est des choses qu'on sait recycler aujourd'hui, qu'on recycle déjà beaucoup en Europe. Ça va continuer à se développer. Alors qu'est-ce qu'on ne sait pas faire alors ? Ce qu'on ne sait pas faire, c'est pour par exemple 50% des emballages plastiques qui sont mis sur le marché, ce sont des emballages qui ne sont pas recyclables ou faiblement recyclables. Et pour cette moitié de flux de déchets plastiques-là, pour le coup, on n'a pas de solution pour l'instant en Europe, à part peut-être les brûler dans les incinérateurs, mais ce qui pose aussi des questions de pollution de l'air et d'impact environnemental. Donc là, vraiment, le sujet, ça va être comment est-ce qu'on réduit en amont notre usage du plastique et comment est-ce qu'on améliore la recyclabilité, par exemple, des emballages plastiques. Est-ce que tous les pays européens se trouvent au même niveau ou est-ce qu'il y en a qui ont quand même fait des efforts et ont préparé cela avec des infrastructures pour recycler ? Alors, pas tellement. Il y a des pays européens qui ont des infrastructures de recyclage un petit peu plus développées, comme l'Allemagne, par exemple. Mais l'Allemagne exportait aussi énormément de déchets plastiques vers la Chine. Le gros problème aujourd'hui des pays européens, c'est vraiment ces 50% de déchets plastiques non recyclables. Et là, c'est vraiment à l'Union européenne aussi d'agir. C'est pas un hasard si l'Union européenne a publié en janvier de cette année un texte assez important, une stratégie plastique européenne. Alors, qui repose sur quoi ? Qui repose notamment sur un objectif de lutte contre le plastique à usage unique, donc réduire la consommation européenne de plastique et puis améliorer la recyclabilité des emballages. L'Union européenne se fixe un objectif de 100% d'emballages recyclables d'ici 2030, donc ce qui serait un sacré effort. C'est un business de recycler les plastiques, les papiers. Ce que je veux dire, c'est que ça donne de l'emploi ou pas ? Ça donne de l'emploi, et la question, c'est vraiment quels emplois et à quel prix. Quand c'est des déchets de bonne qualité, du plastique, par exemple, type bouteille d'eau, là, ça va développer l'emploi en France. Le recyclage se fait dans de bonnes conditions. On va pouvoir vendre la matière première, secondaire qu'on obtient. Quand c'est des déchets de faible qualité, voire des déchets dangereux, là, souvent, ils sont exportés en dehors de nos frontières et ils sont recyclés dans de très mauvaises conditions par des travailleurs qui ne peuvent pas forcément défendre leurs droits en la matière. Et donc là, pour le coup, le recyclage est plutôt pas très intéressant à l'heure actuelle. En France, on a plutôt affaire, en ce qui concerne le recyclage, à des petites entreprises, des petites unités. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays d'Europe ou est-ce qu'il y a de grandes entreprises qui commencent à émerger dans ce secteur et qui pourraient capter ces marchés ? Ça dépend. Typiquement, là, l'Europe du Nord a parfois des entreprises d'un peu plus grande taille. Le sujet, c'est pas tant la taille des entreprises de recyclage. Le sujet, c'est plus comment est-ce qu'on arrive à massifier les flux. Parce qu'il y a certains types d'emballages plastiques, par exemple, qui vont être présents en petite quantité. Et donc, il va falloir les réunir sur des centres de tri qui sont de taille suffisante pour ensuite que le recyclage soit rentable. Donc, l'objectif, c'est quand même de faire notre travail chez nous. On est d'accord, en amont d'éviter, évidemment, de produire du plastique, mais de faire notre travail chez nous. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on a les ressources financières, humaines pour le faire ou pas ? Aujourd'hui, on est prêt pour tout ce qui est déchets réellement recyclables. Ça, c'est sûr. On peut développer des usines aujourd'hui rapidement et les acteurs sont prêts à le faire. Le gouvernement français, par exemple, envisage de mettre en place des incitations économiques, des soutiens. Donc ça va se développer. Là où on est démunis aujourd'hui en Europe, c'est vraiment sur la recyclabilité des emballages. Certains types d'emballages non recyclables. Là, vraiment, le sujet, c'est de parler aux grandes marques, Danone, Nestlé, etc., toutes les grandes marques européennes qui produisent des emballages et qui doivent s'engager aussi à mettre sur le marché des emballages recyclables. Mais il y a des technologies pour ça ou pas ? Ou est-ce qu'on est coincé là ?
On n'est pas complètement coincé parce qu'en fait, on sait faire de l'emballage recyclable. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est souvent pour des raisons marketing. Par exemple, votre barquette de viande que vous allez trouver en plastique noir dans les supermarchés, elle n'a pas de raison d'être noire. En réalité, elle pourrait très bien être transparente ou blanche. On la fait noire parce que ça donne un aspect luxueux au produit. Le problème, c'est que ça la rend du coup pas recyclable et voire ça complique le recyclage des autres déchets plastiques qui vont être collectés en même temps que votre barquette noire. Donc là, il y a vraiment des efforts à faire pour mettre un petit peu de côté le marketing. Donc là, on est en amont. La recyclabilité. Là, vous postulez sur l'amont, quoi. Vous ne croyez pas tellement à l'aval, au recyclage? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les efforts qu'on a à faire, c'est clairement en amont, parce que le recyclage, surtout sur le sujet du plastique, ne réglera pas tout. Il faut vraiment sortir de cette illusion-là. Merci beaucoup, Laura Châtel, pour vos réponses. Je renvoie les téléspectateurs sur le site internet de Zero Waste. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir. Express Orient, présenté par Meriem Amelal. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, à voir sur France 24 et france24.com. Suivez la météo avec l'oreiller à mémoire de forme, testé et adopté par les 240 hôteliers Kyriade.